Bienvenue sur Apprendre ou pas, le podcast décousu de fil blanc qui parle des apprentissages de la vie. C'est parti pour ce 8e épisode intitulé Apprendre à observer ou pas. Et pour commencer cet épisode, je voudrais vous partager une observation que j'ai pu faire depuis que j'ai démarré ce projet. J'avais à cœur dans cette idée de pouvoir tenir un discours qui concerne tout le monde. Et je me suis rendu compte en observant mes productions que ce n'était pas nécessairement le cas. Et j'ai à cœur que tout le monde puisse se reconnaître dans les discours, même si on a chacun nos spécificités, bien entendu. Étant porteuse d'un handicap invisible, je sais à quel point c'est compliqué parfois de faire partie de ces minorités invisibles, justement, et à quel point on considère peu les différences quand on est nous-mêmes dans une expression particulière. Moi, j'ai mes 2 pieds pour fonctionner, j'ai mes 2 yeux pour voir, mes 2 oreilles pour entendre et tout mon corps pour se mettre en mouvement de façon assez fluide. Ce n'est pas le cas de tout le monde, sans parler de la santé mentale, etc. Et ça me semblait important de pouvoir faire un signe à chacun d'entre vous qui m'écoutez, si vous faites partie justement de ces minorités. Je pense à vous quand je parle de généralité fonctionnelle du corps, etc. Et c'est important pour moi que vous le sachiez. Mon observation étant faite, passons au cœur du sujet. Observer, ça veut dire quoi ? Si je vais voir dans mes dictionnaires, vous avez l'habitude maintenant, je suis très surprise parce que pour une fois, la première entrée du Larousse, du Robert et du Littré sont quasiment identiques. On retrouve la définition suivante: se conformer à une prescription, à ce qui est prescrit chez le Littré, à une règle, un usage, les respecter. Par la loi chez le Littré, par quelques règles. Et chez Robert, c'est de façon régulière. Et je trouve ça intéressant parce que moi, dans mon imaginaire, ma première définition d'observer, ça n'a rien à voir avec l'observation, l'observance, il me semble qu'on dit d'ailleurs pour le traitement médical, ou la loi, etc. Moi, ma première définition, elle a beaucoup à voir avec ce qui m'entoure, ce que je peux percevoir. Donc, je suis allée voir dans les autres entrées et dans leur deuxième entrée de définition, on a celle que moi je retrouve dans mon imaginaire, c'est-à-dire chez Larousse, examiner attentivement quelque chose, quelqu'un, afin d'analyser, de comprendre, d'étudier. Et c'est ma préférée, et pour une fois, parce que c'est pas souvent que ma préférée c'est le Larousse, et que je trouve souvent très floue, ou trop vaste peut-être, je ne sais pas. Chez Robert, on nous parle de considérer avec attention, et chez le Littré, de considérer avec application les choses physiques et les choses morales. Donc je trouve ça intéressant. On a une définition de ce qu'on observe dans 2, et puis une qui est libre de ce qu'on veut y mettre derrière. On a juste le A, 3 petits points et un exemple. Et par contre, ça m'interpelle cette notion de considérer. Là, si je vous posais la question, ce serait quoi votre définition à vous de considérer ? Si je reprends chez les dictionnaires, c'est la première entrée, c'est regarder attentivement. Donc, considérer, observer, ce serait une histoire de regard. Ce serait une histoire d'un truc avec les yeux. Moi, ma définition, ce serait leur deuxième ou troisième entrée, qui est faire cas de quelqu'un ou quelque chose, l'estimer. Et ça, c'est plus ma définition de considérer quand j'y pense.
Ceci étant dit, regarder attentivement, ça m'intéresse parce que par rapport à mon observation, ça voudrait dire qu'il y a une histoire avec les yeux. Et pour parler des yeux, je vais vous parler des bébés. Quand les bébés naissent, leur vision n'est pas encore mature. C'est-à-dire que l'œil est en train de se développer et il ne voit pas net au loin. Alors, s'il a la capacité et l'acuité visuelle de voir net un jour, hein, bien sûr. Et donc, il voit, on va dire, au loin, un peu flou, des formes, selon l'éclairage, etc. Et l'espace visuel dans lequel il va voir le plus net, attention, super surprise physiologique parce que la nature est mal faite, c'est quand maman va prendre bébé dans les bras, le mettre au sein et qu'ils vont se regarder avec amour dans les yeux. Et là, il voit maman le plus net possible. Donc, ça voudrait dire que cette relation qu'on entretient avec maman au sein, ou au biberon, hein. A priori on a à peu près la même distance, mais il y a quand même un objet entre le regard du bébé et la maman. Ça nous fait voir que l'œil, il va pouvoir prendre sa source son développement dans justement une interaction avec l'extérieur. Et petit à petit, cette interaction va faire que l'œil va développer les cônes et les bâtonnets qui nous permettent de voir les nuances, les nuances d'éclairage, de couleurs, les profondeurs, les espaces en réalité. Nos yeux sont connectés directement par le nerf optique à nos deux hémisphères. Donc, ce qui est intéressant, c'est que mes yeux ont un accès direct à mon cerveau, à ma cognition. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'esprit absorbant. Eh bien, je vais nécessairement absorber avec mon champ visuel un certain nombre d'éléments dans mon environnement. Je vais pas faire tout un cours de physio sur les yeux, mais je vais quand même focaliser pas mal mon attention sur cette partie-là parce qu'on a quand même cette notion de regarder avec attention. Mais toutefois, je pense que si on se conforme justement à l'observation de la définition, c'est examiner attentivement, considérer. Et donc, il n'y a pas cette notion des yeux. Et quand on n'observe pas qu'avec ses yeux, on observe avec tous nos sens. On observe avec les oreilles, tout ce qui se passe dans l'environnement, avec notre sensation du toucher, etc. Donc nos 5 sens. Et j'ai même envie d'ajouter avec nos extrasens, puisque aujourd'hui, le magnétisme, c'est établi que c'est pas que certains pourvus de dons, mais que c'est une fonction de l'être humain standard, juste qui n'est pas très à la mode à développer dans nos contrées, simplement. Donc, considérez quand même que l'observation, le fait d'observer, apprendre à observer, ça ne va pas passer uniquement que par le sens de la vue. Si je me concentre sur la vue, ce qui m'intéresse également, c'est vous parler de l'acuité visuelle. En fait, à quoi ça sert de voir ? À quoi ça va nous servir ? À quoi ça tient d'avoir 2 yeux pour observer notre environnement ? Et bien, la première des choses, c'est celle-ci, c'est découvrir l'environnement. J'ai besoin, je vous ai parlé déjà de Maslow, de la pyramide de Maslow, la première brique de la pyramide, c'est les besoins physiologiques. Boire, manger, dormir, aller uriner, déféquer, etc. Bon, avoir des relations sexuelles pour les bébés, peut-être pas.
Donc ça va être cette première brique-là. Et mes yeux, ils vont avoir, alors mes autres sens aussi, hein, bien sûr, un intérêt à jouer. C'est-à-dire que par mes yeux, je vais pouvoir vraiment balayer tout mon environnement, tout autour de moi, pour vérifier si je ne suis pas en danger. Et si je suis en danger, mes modes de survie vont s'activer, se mettre en mouvement, mon corps va se mettre en mouvement. Je vais pouvoir constater que là-bas, il y a des couleurs qui ressemblent vaguement à quelque chose que j'ai l'habitude de manger. Ça ressemble vaguement à quelque chose qui va me permettre de boire, etc. Donc la première des choses, c'est vraiment cette découverte de l'environnement. Et j'ai envie de même ajouter cette notion de comprendre l'environnement qui se situe autour de moi. La deuxième des choses, mais ça va être d'apprendre. C'est-à-dire que parce que je suis en train de découvrir mon environnement, j'en apprends ses usages, ses coutumes, mais aussi son fonctionnement. C'est-à-dire que si j'observe la nature, prenons des choses très contemporaines pour nous, faites un jardin potager et observez. Tout au long de l'année, mon potager ne se comporte pas de la même façon. Si je fais des semis, la semaine d'après, j'ai pas une tomate. Je vais apprendre par mon observation, par ma capacité à observer mon environnement, comment il s'organise. Et c'est aussi bien valable pour les choses physiques, comme dit dans la définition, que effectivement pour notre environnement social, relationnel, etc. Et que, encore une fois, si je reparle de cet esprit absorbant, souvenez-vous, avec tous ses sens, le bébé va enregistrer toutes les informations qui l'environnent. Donc, si j'ai des comportements spécifiques, des fonctionnements spécifiques, et que je suis le seul être humain ou parmi les 3-4 personnes que bébé côtoie, alors il engrammera les mêmes comportements, les mêmes habitudes, fonctionnement de façon de faire pour lui-même interagir avec le monde quand il va continuer de se développer et de plus en plus interagir. Puisque c'est ça l'intérêt de l'esprit absorbant, c'est vraiment cette notion de récupérer le maximum d'informations de mon observation de l'environnement pour pouvoir ensuite être en mouvement, être en action dans ce monde, dans cet environnement. Une troisième fonction pour observer et utiliser ses yeux, c'est la contemplation. Prendre un instant pour observer la beauté, la résonance des choses entre moi et les choses également, et prendre ce temps de respiration, de voir les choses évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous avez encore ce temps de contemplation ? Ou est-ce que le seul temps de contemplation que vous avez, c'est le scroll du téléphone ? Donc souvent, on associe la contemplation à la nature, aux choses extérieures. Encore qu'aujourd'hui, on pourrait se poser la question de savoir si Instagram n'est pas un haut lieu de contemplation, de rêve même. Ceci dit, moi je vous fournis ces 3 fonctions pour moi qui sont les principales de ma capacité à observer, ma capacité à voir, découvrir mon environnement pour apprendre de cet environnement et pouvoir le contempler. Les jardiniers, bien sûr, ont aussi cette notion de contemplation pas mal. Ceci étant dit, dans la découverte de l'environnement, je vais avoir 2 options. Alors, je m'adresse particulièrement aux parents, toujours, je parle de ce que je connais. Il y a les environnements qui sont propices au développement de l'acuité visuelle et il y a les environnements qui sont peu propices au développement de l'acuité visuelle. Et il faut savoir que ce développement, il est important parce qu'il a un impact direct sur la motricité et sur le mouvement. Et vous pourrez noter que les enfants qui développent des problèmes de vue, etc., et les adultes ne se déplacent pas pareil, ne bougent pas pareil. Et ça a un impact également sur
la stabilité émotionnelle, ma capacité à interagir avec le monde et ma conscience de moi, l'image intérieure que j'ai de moi. Est-ce que je maîtrise l'ensemble de mon corps? Est-ce que j'ai une bonne conscience spatiale? Est-ce que je sais me situer? On voit beaucoup ça dans les formations de Brain Gym et d'éducation kinesthésique, justement, qu'à un moment, parfois, dans le développement psychomoteur, etc., de l'installation du corps et de la cognition, il y a des endroits où c'est mal installé. J'ai pas eu la conscience de mon pied gauche qui s'est développé suffisamment et du coup parfois il y a des choses qui sont plus complexes pour moi à réaliser. À l'école, ça va se traduire par cette fameuse traversée de la ligne médiane donc qui divise mon côté gauche et mon côté droit, qui fait que en fait mes yeux vont avoir énormément de difficultés à faire cette traversée, ma main aussi, et je vais avoir de la difficulté pour lire ou pour écrire par exemple. Donc un environnement propice est important à mettre à disposition du petit qui se développe, mais aussi des adultes et des adolescents ou des personnes âgées. C'est une histoire d'humain, c'est pas une histoire d'âge. Et quel est l'environnement propice? Est-ce que, si je vous laisse un instant pour réfléchir, vous avez une idée de ce que c'est cet environnement propice? J'en ai un petit peu parlé dans l'émission sur la marche. Eh bien, l'environnement propice, c'est d'être à l'extérieur le maximum de temps possible. Alors, c'est de plus en plus difficile, encore une fois, dans nos modes de vie, à moins d'avoir un travail qui nécessite d'être dehors. Et je pense que même les gens qui ont un travail qui leur permet d'être dehors, parfois s'en plaignent parce que les conditions météo sont pas toujours idéales. Et c'est de voir au loin. Normalement, idéalement, on est conçu pour marcher, je l'ai déjà mentionné, et pour voir au loin, pour avoir un entraînement visuel qui me permet de voir énormément de nuances. Je l'avais déjà mentionné également dans un des épisodes précédents. Nos yeux sont capables de voir des dizaines de nuances de vert différentes, justement pour remplir cette fameuse fonction physiologique de trouver à manger, trouver à boire, repérer le danger. Et également voir au loin parce que justement, encore une fois, j'ai cette conscience spatiale, je suis un être normalement fait pour marcher, designé pour marcher, et donc je me déplace. Donc il est important à un moment que dans mon mouvement ce soit fluide et que je puisse avoir cette vue au loin qui s'étend pour m'indiquer dans quelle direction, comment je vais pouvoir bouger dans cet espace. Et un environnement propice, si je ne peux pas passer la journée entière à l'extérieur, ce qui me semble vraiment très très compliqué aujourd'hui dans nos modes de vie, c'est de pouvoir bouger. D'avoir, si je passe le maximum de temps à l'intérieur dans ma journée, d'avoir un espace qui me permet d'avoir une amplitude de mouvement assez importante. Que je puisse marcher à grandes enjambées et pas piétiner. Que je puisse regarder au près, par exemple si vous travaillez beaucoup sur l'ordinateur ou sur de la documentation, des papiers, etc. La lecture, c'est aussi du travail au près. D'avoir à un moment cette possibilité, par exemple, d'aller regarder par la fenêtre pour regarder au loin. D'aller pouvoir bouger votre corps, plier vos jambes, avoir le maximum de mouvements moteurs en fait pour que le corps reste en bonne santé et également la vue bien sûr. Ce qui m'amène à vous parler d'un environnement peu propice et donc là je vais vous parler des écrans bien sûr, mal du siècle. Je croyais que c'était la dépression mais peut-être que c'est lié et justement trop d'activités au pré. Alors je vais pas faire 10 minutes à taper sur les écrans, je trouve que c'est sans intérêt. Aujourd'hui encore une fois il y a tellement de littérature qui est sortie sur les usages, les dangers des écrans, peu importe votre âge, peu importe le type de consommation que vous en faites. Je vous laisse aller chercher cette information si elle vous semble importante et pertinente
dans votre situation personnelle. Ce qui m'intéresse en revanche, dans l'environnement peu propice, c'est cette histoire d'activité, de trop d'activité auprès, dans le sens visuel du terme, c'est-à-dire d'être toujours focalisé sur quelque chose qui est à une très faible distance de mes yeux. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'à quelle distance toute la journée vos yeux sont d'un support visuel ? Que ce soit un livre, que ce soit un document à modifier, que ce soit votre ordinateur, que ce soit votre téléphone. Prenez une règle et calculez la distance entre vos yeux et le support. Et vous verrez que dans la journée, majoritairement, on est dans des activités auprès qui fatiguent énormément les yeux. Et un petit peu comme j'avais mentionné pour mes pieds, qui me supportent quand même du matin au soir debout, du moment où je me réveille le matin, où j'ouvre les yeux jusqu'au moment où je vais les fermer, combien de plans, combien de luminosité j'ai exposé à ma vue dans la journée. Est-ce qu'il y a des instants de ma journée où j'ai pris le temps de fermer les yeux quelques instants pour justement apporter un apaisement à ma vision, un moment de repos visuel où je coupe tout accès à de la stimulation. Si je reprends cette histoire du téléphone par exemple, où je scrolle mon téléphone, j'ai une espèce de mouvement comme ça, oculaire, du haut vers le bas, qui est très séquencé, qui est très rapide et qui en fait provoque une très très grosse fatigue visuelle. Les maux de tête visuels, ça, si vous connaissez la migraine ophtalmique par exemple, mais en fait, c'est un stress visuel très très important pour votre corps. Si, encore une fois, je crée du stress dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? En fait, tous mes muscles viennent se gainer, je fais changer ma fonction nerveuse, ou mon système nerveux va vite arriver en saturation, surtout via les yeux, puisqu'on est relié directement au nerf optique, je vous le rappelle. Et aussi les taux hormonaux toujours qui sont impactés justement par cette surstimulation, puisque en fait on cherche toujours encore une fois à fonctionner, à vivre, on pousse la machine parfois assez loin. Ceci étant dit, l'environnement peu propice, il a ce point d'attention à justement trouver le meilleur équilibre pour moi entre ces activités au près et ces activités au loin. Si possible à l'extérieur, si impossible en étant à l'intérieur et en trouvant justement comment je peux adapter pour apporter du soutien à ma vue. Tout ça, ça concerne le sens propre de la vue, de voir, de observer, de ce côté je réponds au stress visuel, je ferme les yeux parfois pour me concentrer, justement pour un petit peu atténuer ce stress visuel. Et pour ces deux sujets-là, je voudrais vous conseiller la méthode du Dr Bates, qui a inspiré notamment Paul et Gail Denison pour créer ce stage merveilleux que je vous conseille vivement, qui s'appelle les cercles de vision. Et après, tout ce qui est entraînement visuel, le yoga des yeux, etc. Mais il n'y a pas forcément que ça. En thérapeutique, on va avoir l'EMDR qui peut être très intéressante. Ce stage de cercle de vision, il a bien sûr un point d'observation sur le sens propre de la vue, mais également sur le sens figuré. Et quand j'observe le monde, je l'observe de ma fenêtre. Et vous avez certainement entendu parler de ça. C'est les yeux sont des fenêtres, sont le miroir de l'âme, etc. Et à quel point, en fait, je suis dans une observation qui est unique. Seul moi fera du sens de cette manière unique. Quand je regarde quelque chose, il n'y a que moi qui vois et interprète de cette façon. Si on est deux à regarder la même chose, on n'aura pas la même interprétation. On pourra se mettre d'accord sur les signifiants, c'est la découverte de l'environnement et apprendre. On va tous se mettre d'accord pour dire ça c'est un ordinateur, ça c'est ceci, cela, pour améliorer
est-ce que ça fonctionne vraiment? Je ne sais pas. La communication entre nous. Mais il y a quand même aussi cette question du sens figuré. Et dans ce stage, on est autant sur le sens propre que sur le sens figuré. Et c'est ce que je trouve fantastique, puisque vraiment notre observation du monde, de notre environnement, elle est autant physique, physiologique, matérielle que symbolique. Et j'aime bien cette blague que les alchimistes font en utilisant la langue des oiseaux, le langage des oiseaux, appelez comme vous voulez, c'est le mot percevoir. Je vois ou je suis dans le percevoir. Et c'est percer et vous verrez. Et j'aime beaucoup parce que c'est une notion purement symbolique, mais qui a une grande portée si je, justement, me remets à l'intérieur de moi, dans ma conscience de moi et dans ma conscience du monde. Où est-ce que j'en suis sur ces sujets-là? Et à quel point, justement, cette conscience de moi, cette façon dont mes yeux ont grandi, avec ou sans pathologie, dont moi j'ai grandi pour constituer ma compréhension du monde par la découverte et l'observation de mon environnement, par mes apprentissages, par ma contemplation, j'arrive à faire du sens. Et j'aime beaucoup dans cette idée figurée du sens, etc. Le film I Origins, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous conseille d'aller le voir parce que justement on part de ce sens physique de la vue, de l'œil, pour arriver à quelque chose, alors pareil, ésotérique ou spirituel, appelez-le comme vous voulez, sur la conscience du monde, sur le fait qu'on est tous reliés les uns aux autres. Je vous spoil la fin peut-être en disant ça, je sais pas. Et à quel point on est tous reliés les uns aux autres, malgré ce fait qu'on observe le monde de façon unique. Et je vous conseille d'aller voir ce film, faire ce stage si vous en avez envie. C'est vraiment des ouvertures justement à l'attention. On parlait dans les définitions de ce côté attentif avec application. Apprendre à observer, c'est apprendre à découvrir, apprendre à apprendre quelque part. Et pour conclure sur ce sujet-là, je voudrais évoquer justement toujours cette notion de besoin que j'évoque régulièrement. Votre observation, apprendre à observer le monde, ça nourrit quel besoin chez vous? Est-ce que vous vous posez la question en vous disant le matin, je vais ouvrir les yeux et c'est un miracle de pouvoir voir tout ce qui se passe autour de moi. À quoi me sert ce sens? Qu'est-ce que j'observe? À quoi me sert mon observation aujourd'hui, là maintenant et pour toute la journée à venir? Quel besoin ça va nourrir chez moi? Ça va nourrir mon besoin de sécurité, de trouver à manger, de trouver à boire, de trouver des relations agréables. Est-ce que ça va nourrir mon besoin d'apprentissage, découvrir comment le monde fonctionne pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir créer? Est-ce que ça va nourrir mon besoin de contemplation, à un moment d'être juste là et observer et faire partie du grand tout, comme on dit? Et pour la partie un peu plus pratico-pratique sur un enjeu de société aujourd'hui quand même pour moi, c'est important de l'ajouter dans cette conclusion sur l'observation. Je vous conseille les travaux de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital, sur le fait qu'aujourd'hui on n'observe plus le monde à travers nos yeux. On observe le monde à travers nos yeux, à travers notre écran. Pour beaucoup d'entre nous, on passe plusieurs heures par jour sur nos écrans. Et la question, c'est pas tant l'écran en tant que tel, parce que ça c'est un objet, mais c'est plutôt l'usage que j'en fais. Avec quoi je nourris cette observation? Je reviens à ce besoin. Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez, vous observez
des choses qui vous font découvrir votre environnement et vous font apprendre des choses qui vous nourrissent, qui vous permettent cette contemplation, ou est-ce que vous êtes dans un usage délétère ? Et c'est important de se questionner plus sur l'usage que sur l'objet quelque part, puisque l'objet est là et probablement il ne disparaîtra pas. Par contre, la quantité, la qualité, ça c'est nous qui maîtrisons. Et c'est important de pouvoir prendre un peu de recul et de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de passer 3 heures à scroller pour me sentir comment à la fin ? Et toujours avec cette notion, parce que je suis parent et que les enfants, par leur esprit absorbant, apprennent de ce que je suis en train de produire devant eux, puisque je fais partie de leur environnement direct. Si je ne questionne pas mon usage, alors je vais me retrouver dans des situations extrêmement complexes, parfois conflictuelles avec mes enfants, parce que je ne suis pas capable de leur interdire une consommation alors que j'ai cette consommation. Et que même si aujourd'hui on aime bien cette notion de je suis le parent, c'est normal, c'est moi qui décide, tu es l'enfant, c'est normal, c'est toi qui obéis, en fait en montrant un exemple, vous avez peut-être entendu toujours les enfants, ils n'écoutent pas ce que vous dites, ils écoutent ce que vous faites, ce que vous faites, oui. C'est un petit peu ça en fait, c'est un moment de se dire quel monde j'ai envie de montrer à mon enfant. Parce que lui, il est en train de regarder avec ses yeux. Il n'est pas en train de vous regarder avec l'écran. Et donc, son observation du monde, elle va conditionner son rapport au monde. Son interaction avec le physique, avec la matière et avec les autres, dans les relations. Et entretenir des bonnes relations, c'est peut-être plus souvent se regarder les yeux dans les yeux que de se regarder en visio. Et la visio, c'est fantastique quand on est loin les uns des autres, mais peut-être que raisonner avec la résonance cardiaque, d'être dans la même pièce, de pouvoir se regarder, ça c'est d'une grande valeur. Je vous invite dans les prochains jours à, quand vous ouvrez les yeux le matin, vous posez la question, qu'est-ce que je vais observer aujourd'hui et quels besoins ça va nourrir ? Merci pour votre écoute, j'espère que vous vous posez plein de questions et que vous avez trouvé vos propres réponses. N'hésitez pas à envoyer des suggestions de thèmes ou des commentaires et à bientôt pour un prochain épisode, ou pas.